Merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Non, nous vous entendons. D'accord. Je voudrais vraiment remercier tout le monde d'être là, d'avoir pris un peu de son temps pour m'écouter. Je voudrais saluer cette initiative. Je me sens bien dans la mesure où je suis avec des jeunes Africains qui veulent penser un meilleur avenir pour leur continent. Je me sens bien parce que je suis avec des amis de l'Afrique qui n'ont pas eu besoin d'être africains pour avoir un cœur qui bat pour l'Afrique. Et ça, parce que justement, l'humanité n'a pas de frontières, n'a pas de couleur de peau, n'a pas d'âge, n'a pas de genre. Et ça, c'est déjà un motif suffisant, mutuel, pour que je puisse me sentir ici avec vous à l'aise. Mais en disant que je me sens bien, ce serait vous mentir si je ne vous disais pas que j'avais un pincement au cœur, parce que je suis à un endroit où je ne devrais pas normalement être. Je suis à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, contraint de m'y réfugier avec une dizaine de marcheurs pacifiques qui marchaient pour la justice, pour l'inclusion et pour l'alternance dans leur pays. C'est-à-dire ils exerçaient un droit qui est un droit universel, un droit qui est reconnu même au bébé. C'est-à-dire que quand vous avez fini de ramper, la première chose que vous faites, c'est vous marcher. Nous sommes donc dans un pays qui a eu 30 ans de démocratie, semble-t-il, avec un dirigeant qui est arrivé en prenant la liberté. Nous sommes dans un pays qui a un Tchadien à la tête de l'Union africaine. Nous sommes dans un pays dont le dirigeant, tiens, ça tombe bien d'ailleurs, le dirigeant a été choisi par ses pairs africains pour être l'ambassadeur de la jeunesse pour tout le continent africain. C'est le président actuel du Tchad, pour ceux qui ne le savent, qui a été choisi par les dirigeants africains pour être l'ambassadeur de la jeunesse africaine. Et le 6 février, où nous avons été brutalisés, plus de 200 personnes ont été arrêtées dans tout le territoire national. C'est la plus grande marche pacifique, dénommée la marche du peuple, de l'histoire du Tchad, de par le nombre de personnes impliquées, de par le nombre de provinces, de par le nombre de quartiers, d'arrondissements, et même de par les interventions dans la diaspora. Ce 6-là, le candidat tchadien a été réélu à l'Union africaine. Ce même jour, le président tchadien a voulu s'inscrire dans une démarche de 6e mandat. 6 mandats. Vous m'entendez bien? 6 mandats. Cumulé à 31 ans. Aujourd'hui, s'il ajoute le 6e, on va aller vers 37 ans. Et ce même jour-là, vous avez un peuple qui s'est mis debout à marcher pour dire nous voulons la justice, nous voulons l'inclusion, incluez-nous. Nous voulons la justice parce que nous détestons l'injustice. Nous voulons l'alternance parce que l'alternance est de l'oxygène à la démocratie. Et sur la même voie, sur la même avenue, nous avons été violentés et lui, il a été adoubé pour aller pour un 6e mandat. Alors, c'est paradoxal. Et donc, mon intervention, c'est aussi ça a un avantage peut-être de ramener une sorte un peu de réalité du terrain à vous tous qui voulez vous engager en politique. C'est exactement parce qu'il y a ce que nous autres, nous sommes en train de subir aujourd'hui que vous avez encore paradoxalement le devoir de vous engager en politique. Alors, je vais commencer à dire ceci. Avec ma petite expérience que vous connaissez, j'ai fait le secteur privé, africain, international. J'ai fait l'international à travers des institutions de financement et de développement. J'ai créé des associations et des fondations. J'ai écrit des livres et j'ai créé des entreprises. Mais j'en suis arrivé aujourd'hui à la conclusion que le problème du continent africain, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous sommes, je pense que c'est Fatou peut-être dans son intervention qui a dit tout à l'heure, nous sommes 1,2 milliard aujourd'hui, nous serons 2,4 milliards d'ici à 2050. Nous, un Africain sur 4 sera, en tout cas, une personne sur 4 sur la Terre d'ici 2050 sera un Africain. Avec le potentiel que nous avons, nous représentons 2% dans le commerce mondial, dans l'économie mondiale. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas une monnaie. C'est quoi? Ce n'est pas une langue. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas les ressources naturelles qui manquent. Le problème,
mes chers petits frères et petites sœurs africaines qui m'écoutez, le problème de l'Afrique, c'est un problème de leadership et plus précisément de manque de leadership serviteur. La question m'a été posée sur quelle est la vision derrière les transformateurs. Et notre ambition, c'est justement d'installer un leadership serviteur à tous les échelons. À tous les échelons. Ce n'est pas seulement à la présidence de la République, au niveau des ministres, ou au niveau des gouverneurs, ou au niveau des directeurs des entreprises, à tous les échelons, du chef de village, du chef de canton, du sous-préfet, au président de la République, il faut des leaders serviteurs. Voilà le problème du continent africain. Et donc, je suis là pour dire à la jeunesse africaine, pour s'impliquer, j'ai failli même dire s'implication de la jeunesse africaine dans les politiques publiques. Je ne sais pas si ça existe, mais pour dire impliquer, ça veut dire peut-être vous impliquer. Non, n'attendez pas d'être impliqué. Il faut s'impliquer. Donc, s'il y avait un mot qui pouvait être s'implication de la jeunesse africaine, j'aurais volontiers pris ce mot-là. Pour vous dire justement, parce que tout ce qui est décrit là, brillamment par les orateurs qui sont passés avant moi, sur les diagnostics de la situation, je n'ai pratiquement rien à y ajouter en termes de diagnostic. Nous devons être des solutionnaires, passer du diagnostic aux solutions. D'où d'ailleurs aussi l'idée derrière transformateur. Parce que pour transformer, il faut diagnostiquer, il ne faut pas s'opposer. Il faut diagnostiquer comme un médecin. Et on dit, tiens, la température est à 40 degrés, comme ça vient d'être décrit. Et ensuite, comment on passe de 40 degrés à 37 degrés? Je crois que les uns et les autres ont esquissé des pistes de solutions. Donc, je voudrais vous encourager à ce genre d'initiatives qui sont orientées solutions. Et ça, c'est suffisamment important. Donc, le problème du continent africain, c'est un problème de manque de leadership serviteur. Il faut installer des leaders serviteurs. Dans le leadership serviteur, il y a service. Et pour servir, on n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin de parler une certaine langue. On n'a pas besoin d'avoir un certain âge. Pour servir, on a besoin non pas de savoir prier d'une certaine manière ou d'adorer tel Dieu. Non, pour servir, il faut servir. Et c'est en cela que d'ailleurs, chacun des Africains qui m'écoutez, vous pouvez être des dirigeants, des leaders. Parce que la véritable essence du leadership, c'est servir. Vous devez servir vos pays, servir votre continent, servir l'humanité. Et donc, prenez le pouvoir. Prenez le pouvoir en sachant que tout jeune est un futur vieux. Et donc, il faut l'intelligence collective et ce que j'appelle le dialogue intergénérationnel intelligent. Prenez le pouvoir en sachant que tout jeune n'est pas mature et tout vieux n'est pas un sage. Oui, on a parfois enfermé les Africains dans des considérations qui ont valorisé la gérontocratie plutôt que la sagesse réelle et la compétence. Et oui, au Tchad, je peux en parler abondamment, parce que le gouvernement a dit à la population tchadienne que 80% de sa population qui est âgée de moins de 40 ans est constituée d'immatures. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus pour vous dire, donc on ne parle pas d'idées, on ne parle pas de propositions, on parle d'âge. Et quand quelqu'un vous parle d'âge, en vous opposant la jeunesse de votre âge, par exemple, ça veut dire qu'il peut vous opposer votre genre, pour les femmes qui m'écoutaient. Ça veut dire qu'il peut vous opposer votre couleur de peau. Vous savez, toutes les barbaries du monde, les pires barbaries que le monde a subies, ont été basées sur la biologie. L'âge, c'est de la biologie. La couleur de peau, c'est de la biologie, etc. Le genre, c'est la biologie. Vous voyez, on a voulu exterminer les Juifs à cause de, voilà, une sorte un peu d'hypothèse de ce qu'ils représentent. On a voulu cantonner les Noirs à être des citoyens de seconde zone dans un certain nombre de pays. On a voulu créer l'apartheid, la discrimination, etc. Toutes ces choses ont été basées sur la biologie. Donc, jeunesse africaine, ne vous laissez pas emprisonner, enfermés dans des considérations basées sur la gérontocratie. Balayez-les tous ceux qui veulent vous opposer, parce que de la même manière que vous avez le devoir de balayer ceux qui vous opposent le genre, qui vous opposent votre couleur de peau, vous avez la même énergie, c'est la même énergie qu'il faut dégager pour balayer ceux qui vous opposent votre âge. Donc prenez le pouvoir en sachant aussi que votre responsabilité est double. Et ça, c'est fondamental. Votre responsabilité à vous, les jeunes Africains, elle est double. Vous devez à la fois résoudre les problèmes que la génération qui vous précède a laissés. Il nous laisse une ardoise, parce que si nous sommes à 2% de part dans le commerce mondial et dans l'économie mondiale, malgré notre population, ça montre bien que ceux qui nous ont précédés ont quelque part pas réussi totalement. Et dire ça, ce n'est pas avoir de la condescendance ou avoir de manque de respect pour les aînés, mais c'est une réalité. Peu importe l'explication, c'est une réalité, elle est là. Et donc,
Ça veut dire que vous, les générations actuelles, qui m'entendez là, qui organisez ces genres d'initiatives, votre responsabilité, c'est à la fois de mettre au propre ce qui a été mis au brouillon, hein, dans de nombreux pays africains aujourd'hui et qui fait que nous sommes dans la situation où nous sommes. Et ensuite, votre deuxième niveau de responsabilité, c'est vis-à-vis de ceux qui viendront derrière vous. Parce que eux, ils n'auront pas le temps de demander, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Non. Quand ils viendront, ils vous verront, vous. Vous allez leur dire que non. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire quoi? Donc, ils vont vous demander des comptes parce que vous étiez là avant eux et ils ont raison et ils auront raison. Donc, les jeunes générations africaines, vous devez travailler 2 fois plus que l'ancienne génération parce que vous êtes donc dans une sorte un peu de situation charnière, hein, entre 2 mondes, l'ancien monde et le monde qui est en train de venir. Et vous, votre responsabilité, c'est de pouvoir résoudre les deux. Donc, prenez le pouvoir en sachant cela. Ensuite, enfin, j'allais dire, prenez le pouvoir en sachant que cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Dans un monde où on vous imposera les impossibilités, et cette citation n'est pas la mienne, elle est celle d'un homme devenu patrimoine de l'universel aujourd'hui, qui s'est battu contre les politiques biologiques, justement, basées à l'époque sur la couleur de peau, etc. C'est là. D'accord, qu'on a qualifié d'ailleurs de terroriste à travers le monde. Croyez-moi. Donc, ça vous montre aussi toutes les chancelleries du monde. Jusqu'en 2008, le nom de Mandela figurait parmi les noms de terroristes, hein, au même titre que tous ceux qui sont en train de détruire le monde aujourd'hui. Ce monsieur-là, il a dit, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Je voudrais que ce soir, vous qui m'écoutez, ayez à l'esprit que vous ne devez pas vous inscrire dans le monde des impossibilités. Face au monde des impossibilités, opposez le monde des possibilités. Face au monde de diagnostic, opposer le monde de transformation possible. Et ça, c'est fondamental. Et c'est à l'aune de cela que nous allons pouvoir, j'allais dire collectivement, avoir des résultats. Alors, nous allons... Je vais essayer d'aller, sans être trop long, vers un certain nombre d'éléments orientés solutions aussi, propositions de solutions aussi, pour ajouter mes 2% à ce qui a été brillamment dit par les uns et les autres. Oui, les uns et les autres ont rappelé que l'âge moyen des Africains est de 25 ans, l'âge des dirigeants est de 67 ans. Ça veut dire que c'est comme si les Africains sont gouvernés par leur arrière-grand-père et grand-père. Là aussi, un des enjeux, nous devons être capables d'évoluer avec le monde et être en phase avec la démographie du continent africain. Parce que chaque vieux n'est pas sage et tout jeune n'est pas immature. Ça, c'est important d'avoir à l'esprit. Si on a ça à l'esprit, alors on n'a pas à éliminer les uns et les autres. Donc, il y a plusieurs strates de solutions. Je vais finir par le plus important, mais je vais commencer par les importants, mais qui doivent être des leviers. D'abord, au niveau mondial, gouvernance mondiale. Quel type de régime on appuie dans la gouvernance mondiale? Les Nations Unies, toutes ces institutions, nous devons repenser les modèles, repenser les 20-80. C'est quoi qui est essentiel dans un pays? Ça, c'est fondamental. Et ne pas être capable de cautionner des choses qui ne sont plus acceptables. Si on dit, tiens, dans un pays, 2 mandats, c'est fini. Si vous dépassez les 2 mandats, vous ne serez pas là, au prochain sommet des Nations Unies. Hein? Je donne des solutions un peu extrêmes peut-être, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Pour être capable de dire à des gens, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. De la même manière, vous entendrez les gens dire non, nous condamnons les prises de pouvoir par les armes. Mais on doit être capable de dire aussi aux uns et aux autres, mais on ne peut pas fermer les yeux devant un homme qui fait 6 mandats, 10 mandats. Et s'il y avait encore des résultats, ça se comprendrait. Vous avez votre pays qui est dernier au monde en termes de compétitivité, en termes d'indice de capital humain, mais on dit quand même que c'est normal que vous continuez à être au pouvoir. Après 5 mandats, 6 mandats, et chaque mandat c'est 5 ans, donc vous avez des gens qui sont au pouvoir pendant 40 ans. Regardez l'Afrique centrale, c'est le champion du monde. Des gens qui ont le plus passé du temps au pouvoir, qui ont le plus de ressources naturelles, mais qui sont les derniers au monde. Donc, quelle est la corrélation entre longévité au pouvoir et résultat? Je ne suis pas sûr d'avoir vu cela. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'au niveau de la gouvernance mondiale, on doit être exigeant en redéfinissant ce qui est important et les critères sur lesquels on ne doit plus, en tout cas, baisser la garde pour ainsi faire grandir le monde, hein, vers les solutions meilleures pour l'avenir. Et ça, c'est fondamental. Un dirigeant, fut-il CEO d'une entreprise,
directeur en tout cas, manager d'une association, il doit savoir que le leadership, ça s'exerce dans un temps limité, parce que la vie de l'homme est limitée. La vie de l'homme au sens de l'humain est limitée. Et donc, vous devez avoir des résultats, certes, mais les résultats que vous devez déployer là doivent se délimiter dans une période de temps. Un bon leader doit se dupliquer dans les autres. Donc, si vous dites que votre présence est indispensable pour la continuité de votre pays, vous êtes un mauvais leader. Donc, nous devons redéfinir même les critères du bon leadership à l'échelle internationale pour ainsi driver les types d'appui, les types de soutien. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça, c'est fondamental. Et ne pas. Je plaide donc pour un droit d'ingérence pour le leadership serviteur à l'échelle mondiale. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, je vais venir au niveau continental. Au niveau continental, là aussi, nous devons arrêter avec ce que j'appelle l'escroquerie des chefs d'État qui deviennent un club d'amis en réalité. Je vous donne un exemple. Vous avez donc un pays, le Tchad, qui vient de faire réélire son candidat à la tête de l'Union africaine. C'est une bonne chose pour un pays, évidemment. Donc, je ne m'en plains pas. Mais dont les chefs d'État africains ont désigné le président dans son pays de devoir être le chantre de la jeunesse. Et le Tchad a ratifié la charte de la jeunesse de l'Union africaine. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui dit que la jeunesse, c'est de 15 à 35 ans la fourchette. Dans certains pays, c'est 18 à 35 ans. Vous avez la fourchette entre 15 et 35 ans. Et vous choisissez. Si l'âge pour être électeur, c'est 18 ans, alors ça va être de 18 à 35 ans. La charte... Docteur Masra. Donc, je chute. Ce n'est pas pour vous arrêter. Donc, juste pour vous signaler que nous allons commencer progressivement, que vous allez vers la conclusion de votre intervention, qui est assez riche. Donc, continuez, oui, sur les pistes de solutions, s'il vous plaît, pour finir. Donc, ça veut dire que vous avez donc cette situation qui fait qu'au niveau de l'Union africaine, et mon dernier point, ça va être au niveau national. Donc, je suis en train de chuter. Au niveau de l'Union africaine, nous devons aussi redéfinir les bases de ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Comment on implique les jeunes concrètement? Si vous avez un pays qui signe la charte, qui ratifie une charte de l'Union africaine, mais qui prend quand même la peine d'exclure les jeunes générations dans son pays et personne ne dit rien. Alors à ce moment-là, vous voyez bien que ça ne sert à rien d'avoir des institutions, d'avoir des règles, d'avoir des lois, des décisions qui sont même ratifiées, mais qu'on ne veut pas appliquer. Et plus personne ne dit rien. Donc, je crois que ça, au niveau continental, c'est fondamental aussi de redéfinir les bases. Et enfin, au niveau national, les solutions, je pense que les uns et les autres en ont parlé. Je vais m'appesantir sur trois éléments. Un, c'est l'école de la transformation de nos pays. Quelqu'un l'a dit, ça doit être le rôle des partis politiques, par exemple, d'éduquer les gens à l'éducation citoyenne, etc. Nous devons faire de l'école la première priorité pratiquement. Donc, tout genre d'école, l'enseignement, l'éducation citoyenne, ça doit être la règle pour tout le monde. Mandela avait dit, permettez-moi de le citer encore une deuxième fois, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Et si nous décidions dans nos pays de faire de l'éducation la première priorité pour amener les gens à l'école de la transformation, à l'école du leadership serviteur, à l'école du rendre compte, à l'école du service des autres, à l'école de la citoyenneté simplement, ceci deviendra fondamental. Donc, en moyens, en budget, en rang protocolaire, faire de l'éducation la première priorité. Ça, c'est une des solutions. La Corée du Sud, etc., qui étaient au même niveau que les pays africains. Pourquoi ils sont devant nous? Parce que là-bas, les instituteurs sont les fonctionnaires les mieux payés. Ils ont fait de l'éducation la première priorité parce qu'avec l'éducation, c'est l'arme la plus puissante et la matière première de développement du monde et donc du continent africain et de nos pays, c'est la matière grise. Et la matière grise collective, ça s'acquiert dans l'école, pas seulement au sens de scolarisation, mais au sens d'éducation, y compris citoyenne. Ça, c'est fondamental. Ensuite, tous ceux qui n'ont pas vocation à prendre les drapeaux, à être en front office, devenir tout chef de parti politique, ce n'est pas ça que j'appelle. Mais chacun doit se sentir concerné par la vie politique de son pays. Qu'on ne vous mente pas en disant devenez des entrepreneurs, c'est suffisant. Créer des associations, c'est suffisant. Engagez-vous dans la société civile, c'est suffisant. Non, intéressez-vous à la politique. Parce que l'essentiel de la vie se dessine en politique. Et c'est avec mon petit parcours de quelqu'un qui a fait tout ce que je viens de vous décrire là, que j'en suis arrivé à cette conclusion. Et si j'ai dû démissionner de mes fonctions à la Banque africaine de développement pour rentrer, c'est avec cette pleine conscience-là. Enfin, donc ça veut dire que mettez vos moyens à disposition. Soyez les snipers. Aidez, vous qui avez des entreprises, prenez 10% de votre bénéfice et affectez à des gens qui peuvent faire des choses intéressantes pour transformer leur pays, etc. Et le dernier point,
C'est ce que j'appelle les clauses colonnes vertébrales. Parce que pour impliquer les jeunes, il faut renouveler les classes, il faut avoir des institutions fortes, etc. Et donc, vous qui arrivez au pouvoir dans vos pays, je vous propose, et même dans un plaidoyer à l'échelle du continent africain, nous devons prôner ce que j'appelle les clauses colonnes vertébrales. C'est quoi? Ce sont des clauses sur lesquelles personne ne reviendra. Par exemple, il y en a 4 ou 5, je vous les cite simplement. 1. La séparation des pouvoirs. Il faut l'instaurer dans nos pays comme une règle sur laquelle personne ne reviendra. Pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir législatif. Si on donnait tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, qui est président de la République, sultan, premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Finances, ministre des Armées, vous voyez qu'il y a un problème. Qui peut à la fois légiférer ou qui peut à la fois avoir le pouvoir judiciaire comme président du Conseil supérieur de la magistrature suprême, vous voyez qu'il y a un problème. Donc, la séparation des pouvoirs, parce que tout pouvoir tend à abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, séparation des pouvoirs. 2. L'alternance au pouvoir au bout de 2 mandats, par exemple, comme une clause sur laquelle personne ne reviendra à l'échelle du continent africain, à l'échelle de chaque pays. Et chaque dirigeant signe une convention colonne vertébrale, un engagement colonne vertébrale pour dire qu'il ne reviendra jamais sur ça, ni en changeant de république, ni en disant c'est le peuple qui appelle à cela, etc. Ça, c'est fondamental. L'éducation, la première priorité, j'en ai déjà parlé. Et le dernier point, c'est la protection des anciens chefs d'État. Les gens ont peur de quitter le pouvoir parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur qu'on les envoie en prison. Ils ont peur qu'on les tue. Donc, mettons dans nos constitutions. Et bonjour, donc là, c'est plutôt une question pour le docteur Succès Masra. C'est une question qui nous vient de Farouk Mintoiba. Et donc, ce serait, que faut-il faire lorsque dans un pays, lorsque les gens s'arrangent pour ne céder, même lorsqu'ils sont perdus? Et il prend l'exemple du Tchad, mais également l'exemple du Cameroun. Et donc, il demande des solutions concrètes à ce propos. Donc, docteur Succès Masra, si vous avez 2 minutes pour répondre. Je vous remercie. Dans nulle part, hein, que ce soit dans une entreprise, dans des associations, les places se donnent. Il faut frayer le chemin. Et je crois que l'intervention précédente de Christelle vient un peu illustrer le propos. Dans mon propos liminaire, j'étais revenu sur une conviction en réalité, qui pour moi m'anime chaque jour dans le combat que nous menons, c'est que cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Et ça, si vous avez ça dans la tête, dans le cœur, vous ne vous arrêtez pas. Donc, la détermination a à voir aussi avec la discipline. Et donc, j'en appelle à une sorte un peu de détermination qui est fondamentale. Moi, je théorise la chose en 4 étapes. La première étape, c'est le A, avoir conscience des situations de nos pays, avec toutes les difficultés que nous évoquons. B, c'est bouger, décider de bouger pour agir. Parce que vous pouvez avoir une conscience et vous décidez d'éteindre votre conscience et de ne pas bouger pour agir. Je demande donc à la jeunesse africaine de bouger pour agir, même si c'est difficile, de faire un peu sa part de colibri. Vous voyez, lorsqu'il y a un problème, tous les animaux de la forêt disent au colibri, mais ce n'est pas avec ton petit bec là que tu peux éteindre le feu. Les lions, les éléphants, etc. sont restés là en train de regarder le colibri, mais le colibri leur répond en disant, je sais, mais je ne fais pas part. Donc, utilisez un peu cette sorte un peu de leçon du colibri et faites votre part de façon exigeante. Ensuite, la troisième et avant-dernière étape, c'est le C, la cohérence. Incarner ce que vous voulez de la société. D'accord? Vous voulez que votre pays se transforme. Commencez par vous transformer vous-même. Ça, c'est fondamental. Vous voulez un pays de travailleurs? Commencez par être un bon travailleur. Vous voulez un pays exigeant? Commencez par être exigeant avec vous-même. Vous voulez des dirigeants exigeants? Devenez fake it until you make it. Donc, le défi de la cohérence, ça, c'est la troisième étape. Et ensuite, la dernière étape, c'est la détermination. Parce que les 3 étapes, vous pouvez l'avoir, comme Mandela l'a eu. Mais s'il n'avait pas la discipline et la détermination, surtout la détermination qui est l'étape D, eh bien, il ne serait pas battu pendant 27 ans de prison, etc., pour ce en quoi il croyait. Et donc, voilà un peu, je dirais, allez, les 4 étapes, il faut passer par ces 4 étapes-là, même si en face, c'est difficile. Et je vous renvoie pour aller plus loin à un livre que j'ai écrit, ça s'appelle Les ABCD du leadership. Transformez-vous pour transformer votre société. C'est disponible partout, vous pouvez en tout cas le lire. Et je crois que ça vous permettra peut-être d'aller plus loin. Comme je n'ai pas que 2 minutes pour y répondre, je ne vais pas prendre plus de temps. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci à tout le monde.
Et je voudrais simplement rappeler ceci à la jeunesse africaine. L'Afrique n'a pas besoin des diagnostiqueurs. L'Afrique a besoin des solutionneurs. Donc, faites un diagnostic si c'est nécessaire, mais allez vers les solutions. Toujours, toujours. L'Afrique n'a pas besoin des oppositions. L'Afrique a besoin des transformations. Donc, pour transformer, vous n'avez pas besoin de vous opposer. Vous avez besoin de diagnostiquer, de dire voici ce qui ne marche pas. Enfin, l'Afrique a besoin non pas de thermomètres qui constatent la température de comment ça ne va pas, mais a besoin de thermostats qui sont capables de dire comment on passe de 40 degrés à 37 degrés. Et donc, si vous avez ça dans votre cœur et dans votre esprit, alors entendez une autre voix qui dit « Il est toujours temps de faire ce qui est juste ». Oui, il n'y a pas de bon moment pour s'engager. Il est toujours le bon moment de s'engager. Et ne vous excusez pas, et n'ayez pas crainte, et ne vous auto-flagellez pas en disant « Oui, peut-être que j'aurais dû avant ». Non, il est toujours temps de faire ce qui est juste et il est toujours temps de s'engager pour le continent. Et c'est avec ça que je voudrais vous laisser, avec plein d'espérance, et aider, enfin, aider autour de vous. Nous devons construire à l'échelle du continent africain une sorte un peu de synergie. J'ai aimé le mot quand Pascal l'a dit tout à l'heure. À l'échelle du continent africain, ne vous cloisonnez pas. Le Bénin, le Cameroun, le Togo, le Sénégal, le Tchad, là, tout ça, ce sont des constructions de l'esprit. Nous avons une histoire en commun, nous avons un avenir en commun. Soyons capables de décloisonner, surtout dans ce 21e siècle, où on peut appartenir à tout et partout, et donc la diaspora aussi a un rôle particulier pour le continent africain, parce que la diaspora, c'est l'aile de l'Afrique. Voilà, merci beaucoup, et puis avec grand plaisir pour les prochaines fois, le temps où je vais avoir l'occasion de sortir de là où je suis en tout cas. Merci beaucoup, et puis à bientôt.